Ce fut pendant la nuit, après cette seconde soirée, qu'une vague d'horreur glacée me submergea, imprimant à jamais dans mon âme le sceau noir de l'épouvante. Tout commença par un coup de téléphone, peu avant minuit. J'étais le seul encore debout, et c'est légèrement somnolent que je décrochai le combiné dans la bibliothèque. Il ne semblait y avoir personne à l'autre bout du fil, et j'étais sur le point de raccrocher pour me mettre au lit, quand je crus percevoir un son lointain dans le récepteur. Était-ce quelqu'un qui éprouvait de grandes difficultés à parler? En tendant l'oreille, je crus entendre une sorte de gargouillis semi-liquide. Gloub, 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 dont le rythme suggérait pourtant la construction syllabique d'un mot ou d'une formule inintelligible. Je demandai qui est à l'appareil, mais pour toute réponse, j'obtins uniquement d'autres gloub, 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 gloub. J'estimai alors que ce bruit était dû à quelque défaillance mécanique. Au cas où mon correspondant, à défaut de pouvoir émettre, pouvait recevoir, j'ajoutai « Je ne vous entends pas bien. Vous feriez mieux de raccrocher et d'appeler les renseignements. » J'entendis immédiatement un cliquetis à l'autre bout de la ligne, puis le silence. Cet incident, je l'ai dit, eut lieu peu avant minuit. La police établit plus tard que l'appel provenait de la maison Crowninshield, alors qu'il s'était écoulé 2 ou 3 jours depuis que la femme de chambre s'y était rendue pour la dernière fois. Je me contenterai d'énumérer brièvement ce que l'on découvrit dans cette vieille bâtisse. Une remise en grand désordre, tout au fond de la cave, des traces de pas, de la saleté, une armoire vidée en toute hâte, des marques stupéfiantes sur le combiné du téléphone, des papiers épars dans l'écritoire, ainsi qu'une détestable puanteur qui imprégnait chaque pièce. Les policiers, ces imbéciles, s'accrochent fièrement à leur petite théorie et sont toujours à la recherche des 3 sinistres domestiques congédiés, introuvables depuis le début de ce scandale. Les inspecteurs les soupçonnent de quelque macabre vengeance dont j'aurais été la cible en ma qualité de meilleur ami et de conseiller d'Edward. Les idiots! Croient-ils vraiment que ces rustres dégénérés auraient pu contrefaire cette écriture, qu'ils auraient pu orchestrer ce qui advint par la suite? Ont-ils seulement constaté les transformations dans le corps d'Edward? Son ancien corps, devrais-je dire, a été l'objet. Pour ma part, je crois désormais tout ce qu'a pu me raconter mon pauvre ami. Par-delà les confins de la vie, grouillent des horreurs dont nous ne soupçonnons pas l'existence, et la curiosité malsaine d'un seul homme suffit à leur frayer un passage dans notre monde. Éphraïm, Azénath, ce démon les a invoqués, et voilà qu'elles vont m'engloutir comme elles ont englouti ce pauvre Edward. Comment savoir si je suis à l'abri? Ces puissants survivent à la mort de l'enveloppe charnelle. Le lendemain, quand dans l'après-midi j'émergeai de ma prostration et fus capable de marcher et de parler de façon cohérente, j'allai à l'asile et tuai ce monstre, pour le bien d'Edward et du monde. Mais tant qu'ils n'auront pas incinéré son cadavre, comment puis-je être sûr qu'il ne l'est plus?
Il conserve son corps pour le soumettre à différentes autopsies, mais j'insiste pour qu'on le réduise en cendres. Il faut l'incinérer. Lui qui n'était pas Edward Derby quand je l'ai abattu, sans quoi je sombrerai dans la folie, car je serai certainement sa prochaine victime. Heureusement, j'ai une volonté de fer, et je ne permettrai pas à ces ombres qui l'assiègent de s'emparer d'elle. Une seule vie. Ephraim, Asenath et Edward. Qui sera le suivant? Je refuse que l'on me chasse de mon corps. Mon âme ne sera pas prisonnière de cette liche lestée de balles dans la morgue de l'asile. Mais je m'égare. Je vais maintenant essayer de décrire cette abomination sans nom qui fit basculer mon existence. Je ne m'attarderai pas sur les faits que la police a obstinément refusé de prendre en compte. Le témoignage de ces 3 promeneurs qui, dans High Street, peu avant 2 heures, croisèrent la route de cette créature voûtée, grotesque et malodorante, ou encore ces étranges traces de pas, les seules de la maison relevées dans plusieurs pièces. Je dirai seulement qu'à 2 heures, je fus tiré du sommeil par le heurtoir et la sonnette de la porte d'entrée, que l'on actionnait l'un après l'autre dans un accès de désespoir maladroit, en s'efforçant de reproduire les 5 coups du vieux code d'Edward. Je m'éveillai aussitôt, l'esprit en ébullition. Derby était à la porte, et il se rappelait notre code. Sa nouvelle personnalité ne s'en était pas souvenue, elle. Cela signifiait-il qu'il était de nouveau lui-même? Et que faisait-il ici? Pourquoi cette précipitation affolée? L'avait-on libéré avant l'heure? Ou bien s'était-il échappé? Le retour de son ancienne personnalité, pensais-je en revêtant à la hâte ma robe de chambre et en dévalant les escaliers, avait peut-être occasionné chez lui une violente crise de nerfs et persuadé les médecins de repousser sa sortie, ce qui l'avait conduit à s'échapper. Qu'importe. Il était redevenu ce bon vieil Edward, et il pouvait compter sur moi pour l'aider. Lorsque j'ouvris la porte sur les ténèbres de mon allée bordée d'ormes, je reçus une bouffée de vent pestilentiel et manquai de m'évanouir. Suffoqué par la nausée, je ne vis pas immédiatement la silhouette gibbeuse et voûtée campée en haut des marches. C'était bien Edward qui m'avait appelé. Mais quelle était donc cette infecte et chétive caricature d'être humain? Où était passé mon ami? Il sonnait pourtant encore une seconde avant que j'ouvre la porte. Le visiteur portait l'un des pardessus d'Edward, mais dont les pans traînaient sur le sol, et les manches, pourtant retroussées, recouvraient les mains de cet étrange gnome. Il était coiffé d'un chapeau mou rabattu sur le front, tandis qu'une écharpe en soie noire dissimulait son visage. Je fis un pas en chancelant dans sa direction, et l'être produisit un son semi-liquide, semblable à ceux que j'avais entendus au téléphone. Gloup, gloup. Et me tendit une grande feuille de papier manuscrite piquée au bout d'un long crayon. Toujours incommodé par la morbide et inexplicable puanteur qu'il dégageait, je pris la lettre et la parcourus des yeux à la faible lumière du perron. À n'en pas douter, elle était bien de la main d'Edward. Mais pourquoi m'écrire quand il avait pu sonner 1 minute plus tôt?
Et pourquoi son écriture était-elle si tremblante, maladroite et grossière? Incapable de rien déchiffrer dans cette pénombre, je reculai dans le vestibule. Le gnome me suivit machinalement d'un pas lourd, mais il se figea sur le seuil de la porte. La puanteur qu'exhalait ce surprenant émissaire était absolument infecte, et je priai pour que ma femme ne se réveillât pas, afin de lui épargner d'avoir à la respirer. Je fus exaucé. Dieu merci. Tandis que je lisais la lettre, je sentis mes genoux se dérober et tout devint noir. Quand je repris connaissance, je gisais sur le sol. Ma main crispée par l'effroi serrait toujours cette maudite missive. Voici ce que l'on pouvait y lire. Dan, va à l'asile et tue ce monstre. Détruis-le. Ce n'est plus Edward Derby qui habite ce corps, mais Asenath. Elle s'est emparée de moi alors qu'elle est morte depuis 3 mois et demi. Je t'ai menti en te racontant qu'elle m'avait quitté. Je l'ai tuée. Il le fallait. Tout s'est passé très vite. Nous étions seuls et j'étais dans mon propre corps. Je me suis emparé d'un chandelier et je m'en suis servi pour lui fracasser le crâne. Si je l'avais laissé faire, elle m'aurait eu pour de bon à la Toussaint. J'ai enseveli son corps dans un débarras tout au fond de la cave sous un tas de vieilles caisses. Puis j'ai fait disparaître toutes les traces. Les domestiques se doutaient bien de quelque chose le lendemain matin, mais ils dissimulent de tels secrets qu'ils n'ont pas osé alerter la police. Je les ai congédiés, mais Dieu sait de quoi ils sont capables, eux et les autres membres du culte. Pendant quelque temps, j'ai cru être délivré de cette malédiction, puis j'ai senti ce tiraillement au cerveau. Je compris immédiatement ce que c'était. J'aurais d'ailleurs dû m'en douter. Une âme comme la sienne, ou celle d'Éphraïm, n'est pas entièrement dépendante de son enveloppe charnelle. Elle peut lui survivre tant que subsiste la dépouille. Elle s'emparait de moi, échangeait mon corps contre le sien, et m'emprisonnait dans son cadavre qui pourrissait à la cave. Je savais ce qui m'attendait. C'est pourquoi je me suis effondré et qu'il a fallu me faire interner. Alors c'est arrivé. Je me suis retrouvé à suffoquer dans les ténèbres, enfermé dans la dépouille putréfiée d'Asenath, en bas à la cave, sous les caisses où je l'avais moi-même enterré. Et je savais qu'elle occupait désormais mon corps à l'asile, et ce pour toujours, car la Toussaint était passée et le sacrifice opérait, même en son absence. Elle dispose aujourd'hui d'un corps en parfaite santé. C'est une terrible menace que les médecins s'apprêtent à relâcher dans le monde. Au comble du désespoir, et en dépit de tout, je suis parvenu à me traîner hors de ma tombe. La décomposition de mon corps est trop avancée désormais pour que je puisse parler, comme tu as pu le constater quand je t'ai téléphoné, mais je peux encore écrire. Je ferai ce qu'il faut pour venir t'apporter moi-même cette dernière lettre afin de t'avertir.
tue ce démon qui met notre monde en péril. Veille à ce qu'il soit incinéré. Sans cela, il continuera à vivre éternellement, passant sans cesse d'un corps à un autre, et je n'ose imaginer quel cataclysme il déchaînera. Garde-toi de la magie noire, c'est l'œuvre du diable. Adieu, Dan. Tu fus pour moi le meilleur des amis. Raconte à la police ce qu'elle voudra bien croire, et pardonne-moi de t'avoir entraîné dans cette histoire. Je serai bientôt en paix, car ce corps n'en a plus pour très longtemps. J'espère simplement que tu pourras lire ces lignes, et n'oublie pas, tue cette chose, tue-la. Ton ami, Ed. Je n'achevai la lecture de cette lettre que plus tard, car j'avais tourné de l'œil à la fin du 3e paragraphe. Je défaillis à nouveau quand je vis et sentis la masse informe qui gisait sur le seuil de ma porte, terrassée par la chaleur de la maison. Mon majordome, plus endurci que moi, garda son sang-froid à la vue de ce monstre quand il prit son service le lendemain matin. C'est lui qui prévint la police. Quand elle arriva sur les lieux, on m'avait monté dans ma chambre, mais cette charogne était encore là où elle s'était effondrée la nuit dernière. Les agents durent se couvrir le nez de leur mouchoir pour l'examiner. Sous les multiples couches de vêtements dont elle était affublée, ils découvrirent avec horreur un agglomérat de chair liquéfiée. Il y avait également des ossements, ainsi qu'un crâne fracturé. Le fichier des empreintes dentaires permit l'identification du crâne. C'était bien celui d'Asenat Waite.